Et bonjour, bienvenue. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous apporter un peu plus de connaissances différentes. Et un peu plus peut-être de la pratique, surtout des choses. Donc je me présente, je suis Diana Subsol, je suis naturopathe iridologue et je suis médecin en biologie et nutrition humaine. Donc, ça fait déjà 7 ans que je travaille comme naturopathe. J'ai un cabinet dans le Golfe à Bahreïn qui marche très très bien et qui s'appelle DS Naturopathie, et anglophone. Et là, je viens de m'installer sur le Pays Basque et de commencer à enseigner avec professeur Jovet. Programme pour aujourd'hui, c'est le premier cours que je vous donne. Donc, revoir un peu les bases de la naturopathie rapidement parce que je ne savais pas à quel niveau vous êtes. Et pour vous donner ma vision un peu de choses, le système digestif, on va parler, les messagers de corps, un système endocrinien et nerveux, donc des hormones et neurotransmetteurs, une petite anamnèse, et comment se déroule une consultation, ce qu'il faut savoir, des protocoles de base et les cas pratiques, 2-3 cas pratiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la naturopathie? Je ne sais pas si quelqu'un peut le définir parmi vous. Qu'est-ce que c'est vraiment la naturopathie? Parce que je sais quand j'ai commencé à pratiquer, j'avais du mal à dire qu'est-ce que c'était vraiment dans la naturopathie. Un volontaire? Non. Oui, donc c'est une médecine alternative comme la médecine chinoise, la médecine de Ayurveda, et tout ça, ce sont des médecines qui datent depuis de temps de Hippocrate ou des milliers d'années, et ils sont tous les médecines donc holistique, ça veut dire qu'on ne réagit pas juste sur le corps, qu'il y a une union des corps, esprit et âme qui est complètement interliée et que en réagissant sur le corps, on réagit sur le mental, comme en réagissant sur le mental, le corps change. Et tout ça aujourd'hui avec la science, c'est déjà prouvé que la partie chimique change avec les pensées et les pensées qui changent la partie chimique de notre corps. Et bien sûr, il y a aussi l'âme dont on parle très peu, mais qu'est-ce que c'est? C'est cette énergie qui nous fait fonctionner, c'est la énergie vitale, et sans laquelle on n'est pas vivant. Une fois qu'on est mort, cette énergie, elle a disparu, elle n'est plus dans notre corps. Et on dit aujourd'hui avec la physique quantique, et la médecine quantique, on sait que tout ça c'est vibrationnel, donc nos cellules sont vibratoires, nos pensées sont vibratoires, et donc cette vibration, c'est vraiment cette âme qui nous guide dans cette vie. C'est ce que nous sommes en fait. Cet corps et l'émotionnel, c'est que ce que on utilise pour traverser cette vie. Voilà. Et notre santé, elle se trouve bien au milieu. Donc les 3 parties doivent être en équilibre, en homéostasie. Et cet milieu, on appelle aujourd'hui la conscience. C'est ce que nous sommes. Cette conscience, cette intelligence qui sait exactement comment nous guérir et comment nous amener en équilibre. Donc en naturopathie en fait, c'est toute une palette des outils qu'on utilise pour équilibrer quelqu'un qui n'est pas en équilibre de la santé ou pour surtout maintenir en équilibre, parce que naturopathie c'est surtout prévention. Et donc il faut savoir qui on est chimiquement et mentalement pour bien réagir sur cet équilibre. Des outils qu'on utilise, bien sûr, c'est la nutrition, c'est la base.
c'est même un peu plus que la base. Et après, on utilise des compléments alimentaires. Ben, on a parlé de quelques plantes, certains qui sont toxiques, certains qui nous nettoient certaines choses. Là aussi, il y a des vitamines et des minéraux. On a parlé de tout ça. Les techniques manuelles comme réflexologie, ostéopathie, acupressure, massage, ce sont tous les techniques naturopathiques. Et les techniques énergétiques comme l'acupuncture, Reiki, soins énergétiques, la sonothérapie, luminothérapie. Voilà. Et bien sûr, le côté émotionnel, la repositivation, donc par différentes techniques, l'hypnothérapie, l'EFT, EMDR, de médecine quantique, la méditation, etc., etc. Donc, surtout en naturopathie, il faut bien connaître les lois de la vie. Qu'est-ce que c'est? On a des lois dans les sociétés, on a des lois un peu partout. On connaît très peu ces lois de la vie. Pourtant, ils sont là et c'est eux qui nous font vivre. Donc, la première, c'est bien sûr la capacité de se auto-guérir. Ça, c'est le plus important parce que nous, comme thérapeutes, on réagit vraiment, on donne tous les moyens pour que cette force vitale nous auto-guérit. Il sait exactement comment faire. Et vous allez voir dans les jeunes dont le professeur Jovet il a parlé, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est vraiment le corps et cette intelligence qui va nous guider et qui va décider à quel moment elle va expulser certaines toxines et comment. Voilà. À nous, après, de décoder qu'est-ce qui se passe. La homéostasie, on en parle beaucoup. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est vraiment un processus de régulation par lequel l'organisme maintient différentes constantes au milieu intérieur. Voilà. C'est cette caractéristique de résister au changement. En fait, beaucoup de nous pensent que le changement, on n'aime pas les changements dans la vie, on se tient vraiment très fort que les choses ne changent pas, mais tout est en changement dans notre vie. Même les cellules, chaque seconde, ils sont plus les mêmes. Donc, ils sont tout le temps en train d'évaluer, d'échanger, de changer. Et pour vous dire, par exemple, on va voir une paroi intestinale, il va changer complètement en 3 jours. Des cellules, ils vont naître et mourir au bout de 3 jours. Au bout de 3 mois, on est à 90%, les cellules ont été complètement renouvelées. Et au bout d'1 an, on est une différente personne. Tout ça, si le programme derrière mental, il ne change pas, on va répéter les mêmes cellules. Si on change le mental, les cellules ils vont se guérir, ils vont devenir différentes. Donc en naturopathie, au contraire de la médecine allopathique qui cherche toujours à trouver pourquoi quelque chose nous arrive, pourquoi on est tombé malade, qu'est-ce qui se passe, où est la cause, nous on le sait, jamais on le cherche parce qu'il n'y a que 2 raisons pour lesquelles on va se trouver en déséquilibre, dont à partir d'une simple rhume jusqu'à un cancer, il n'y a que 2 raisons pourquoi ça nous arrive. Un, c'est la toxicité, donc soit on a trop de toxines, et l'autre, ce sont des carences. On est en manque de quelque chose. Et souvent, c'est les 2. C'est les 2, et on parle beaucoup de toxicité aujourd'hui et d'expulser ces toxines, mais on n'entend pas beaucoup des carences parce qu'on pense qu'il n'y a que le 3e monde de l'Afrique qui est en carence. En fait, nous, aujourd'hui, en Europe de l'Est, on se trouve avec beaucoup de carences, des minéraux surtout, et certaines choses. Et donc, si on n'a pas cette substance avec laquelle on va construire les cellules qui sont saines,
C'est comme faire un bâtiment sans avoir des briques. Et je vais vous parler aussi un petit peu d'écosystème que nous sommes à travers le système de digestion. Mais d'abord, je voulais vous juste présenter comment ce corps physique, mais aussi mental, mais surtout le physique, il est plus facile à comprendre, comment il fonctionne. Donc, on a un corps qui est extrêmement compliqué, il fait des milliers d'actions biologiques en chaque minute, et pourtant, il marche sur des principes qui sont très très simples, vraiment simplement simples. Voilà. Donc, tout ce qui vit sur cette planète, il va manger un certain type de nourriture pour produire de l'énergie, hein, pour marcher, pour opérer. Et puis, il y a un petit peu de déchets qui vont sortir, qui n'ont pas été utilisés pour fabriquer de l'énergie. Ça, c'est l'équilibre. D'accord ? Cette nourriture et ces aliments doivent être spécifiques à l'espèce de chaque chose qui vit sur cette planète. Vous voyez bien des lions, des éléphants, des poissons, tout le monde mange différemment et tout le monde a un système digestif qui est approprié aux aliments qu'il va manger. Et bien donc, comme professeur Jovet vous a dit, on est des singes, donc nous on est dans les espèces de Homo sapiens. Donc les singes, on a un système digestif qui est presque identique à un singe, et quand on regarde qu'est-ce qu'il va manger un singe, ben, il va manger 5 groupes d'aliments. Donc, il va manger les fruits, c'est surtout un frugivore, il va manger des légumes, il va manger les noix, noisettes, des graines, genre les graines de courge, voilà, et un peu de protéines. Un tout petit peu de protéines, comme on a vu, un œuf qui va voler, un petit crabe, même parfois un poisson. Il va attraper un poisson. Mais c'est surtout les fruits. Quand il n'y a pas de fruits, il va chercher autre chose. Voilà. Donc, quand on mange ces aliments, ces 5 groupes d'aliments, quand on reste dans ce groupe et que c'est cru, parce que quand on regarde aussi le monde dans la nature, tous les animaux qui mangent leur propre nourriture et qui sont dans leur propre environnement, ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas de diabète, ils n'ont pas des problèmes de thyroïde ou quoi que ce soit. Donc, on est en bonne santé. Mais le problème se pose quand on mange des aliments qui sont antispécifiques à notre espèce, et ça, c'est 80% au moins de la nourriture aujourd'hui dans l'Europe de l'Ouest au moins. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va produire beaucoup moins d'énergie selon la force vitale et on va sortir beaucoup plus de déchets. Donc, ces déchets, ils ne peuvent plus être évacués par les sorties normales. Il va falloir les sortir sur le côté. Donc, on a 3 principaux émonctoires qui vont s'occuper de la gestion des déchets et chacun, il va traiter différents types de déchets. C'est vraiment un tri sélectif. Donc, le foie, il va traiter la plupart des toxines. C'est vraiment le chef. Après, il y a des reins et l'intestin. Et quand ça ne peut pas sortir par là, parce qu'on les a trop sollicités, ils sont fatigués, ces 3 organes, il va essayer de sortir par le côté, sur les poumons et la peau. Donc, comme ça, on se trouve, par exemple, avec des asthmatiques qui ont le foie qui ne marche pas bien, ben, le corps il va essayer d'expulser ça par les poumons, comme un urticaire qui va sortir par la peau. Ce sont des acides que les reins ils sont trop fatigués, ils n'arrivent pas à sortir. Et nous les femmes, on a une 6e sortie, c'est nos règles. Donc, on sort certains déchets par ce voie-là. Après, une fois que
tout ça c'est fatigué, ou la force vitale, elle est tellement est tellement faible qu'elle n'arrive plus à expulser tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais les déchets, ils vont être stockés là, selon notre génétique ou notre mental. Donc, il y aura un stockage des déchets. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des tumeurs, des fibromes, des kystes et tout le reste que notre corps, en fait, il essaye de nous protéger. Donc, il va le mettre quelque part pour voir ce qu'il va faire après avec. Donc, il y a une forte accumulation des toxines et c'est là que notre corps commence à nous parler, même bien avant. Donc, il a vraiment un langage qu'il essaye de communiquer avec nous, sauf que personne nous a appris ce langage. On apprend à parler anglais et espagnol, mais on ne sait pas décoder le langage de notre corps qui nous parle à travers des fièvres, à travers des urticaires qui vont sortir, etc., etc. Donc, il nous parle avec les mots MAUX et pas... voilà. Et parfois, et souvent, avec notre mental aussi, des émotions. Donc, les toxicités et des carences, on va voir qu'aujourd'hui, tout ça, les toxicités et les maladies chroniques, ils sont en forte augmentation. Donc, tout ce qui touche au système digestif, constipation, diarrhée, colite, maladie du Crohn, reflux gastrique, c'est presque 2 patients sur 3, si ce n'est pas 3 sur 3, qu'on trouve avec quelque chose comme ça. Les asthmes, les eczémas, des allergies, les intolérances, tout ça. Et après, des états dépressifs, des anxiétés, c'est très en augmentation. La dépression, il y a tellement de gens qui sont dépressifs. Après, tout ce qui touche des systèmes neurologiques, des enfants hyperactifs, avant, c'était très très rare d'avoir. Maintenant, ils en ont au moins 2 ou 3 par classe. Des troubles de concentration, d'autisme, des troubles auto-immunes, tous ces titres ou tous ces étiquettes qu'on donne à toutes ces maladies, en fait, ils se chevauchent tous. Et souvent, on va trouver quelqu'un qui est constipé, il va avoir un peu d'asthme, il va être un peu anxieux, et il va commencer à avoir un peu de douleur dans les mains, un peu de concentration, des mémoires. Et en fait, tout ça, c'est la médecine allopathique qui nous donne toutes ces étiquettes. Mais en fait, pour nous, on regarde le corps, on ne donne pas des étiquettes, on voit juste un déséquilibre et on regarde où le corps essaye d'expulser ça et on va lui aider à se détoxifier et de remettre de ce qu'il a besoin. Mais ce que je voulais vous dire ici, toutes ces conditions, qu'est-ce que toutes ces conditions ont en commun? Ouais. Oui, en fait, ils sont tous les problèmes digestifs à la cause. Voilà. Donc, on va voir que la plupart des choses se passent dans l'intestin. Comme Hippocrate a dit il y a 2000 ans, tout débute dans l'intestin. Voilà, tout ça. Donc, le système digestif, il est primordial pour nous tous. Pourquoi? Parce que c'est là, à travers de ce système digestif que nous, on se procure de cette énergie. Pas seulement à travers ça, il y a le soleil aussi, mais on va regarder comment ça se passe. En fait, c'est une véritable usine de production, notre système digestif. Donc, quel est son rôle? À partir de la bouche jusqu'au anus, il y a à peu près 8 mètres. Donc, il se passe des choses le long de ce chemin de 8 mètres. On va prendre un aliment, on va le mâcher, et le but, c'est, après un certain temps, dans un endroit précis, souvent dans l'intestin grêle,
un endroit précis, cet aliment il va être décomposé en nutriments, petites molécules qui vont traverser le paroi intestinale et qui vont aller dans notre circulation pour être amenées aux différents organes. Et donc, dans ce chemin, et je vais vous montrer ça un peu comme ça, donc on a un aliment, on va le prendre et pendant, ça marche pas. Donc pendant 8 mètres, il va être dégradé le plus petit jusqu'à un endroit dans l'intestin. Il va arriver comme petite molécule qui va traverser cet endroit et aller dans la circulation. D'accord? Tout au long de ce chemin, notre corps, il va mettre notre cerveau, il va mettre en route sécrétion des différents enzymes, différents jus gastriques qui vont aider à décomposer cet aliment pour qu'il arrive ici tout petit. Et donc tout ça c'est une action qui est interindépendante. Donc si ici la fonction ne se fait pas comme il faut, ben, celui-là et celui-là ne va pas faire son travail comme il faut. Donc première étape, c'est la bouche. On a 3 glandes qui vont saliver certaines enzymes pour dégrader les carbohydrates, donc les glucides. Après, ça tombe dans l'estomac et là, c'est une étape qui est pour moi cruciale parce que dans l'estomac, il va rester pendant un certain temps et ici, vous avez les sucs digestifs qui doivent être très acides pour pouvoir digérer les protéines. Alors, les protéines, ils vont passer à travers la bouche, ils ne vont pas être décomposés dans la bouche, ils vont aller dans l'estomac pour être décomposés. Et je trouve que maintenant, 82% des gens que je vois, ils ont le problème de taux d'acidité très bas dans l'estomac. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir des reflux, ils vont avoir des roux, et parfois ils sentent rien, mais on voit que la molécule, elle va arriver ici dans l'intestin, elle va être trop grosse. Donc elle ne peut pas aller à travers, elle est trop grosse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stagner ici. Et c'est un milieu qui est très favorable à ces bactéries. Et ils vont accroître et faire plein de problèmes. On va voir qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Donc le but, un système digestif qui marche bien, il va décomposer tout ça. Et les nutriments, ils vont traverser le paroi et aller dans notre système circulatoire pour être amené à un organe, une cellule, etc. Donc, premier rôle d'intestin, c'est la dégradation de la nourriture. Après, deuxième rôle, c'est l'absorption. C'est comme ça, on produit l'énergie. Pas seulement ça, mais l'intestin ou le système digestif, il va produire, c'est une usine de production aussi. Il va produire des enzymes, les vitamines K, vitamine B, certains, beaucoup de carences en vitamine B12, je vois, et dans les enzymes, vitamine D12, il est fabriqué beaucoup par l'intestin. Substances antibactériennes et antivirales, on n'a pas besoin d'antibiotiques, notre corps normalement les produit. Tout ça, il va. Donc, il va produire aussi des cellules immunitaires. Donc, il y a 80% des cellules immunitaires qui viennent de l'intestin. Notre immunité, il est là. Neurotransmetteurs. Après, il y a des hormones qui sont dopamine, sérotonine. Encore 80% de sérotonine, il est produit dans l'intestin. En fait, le tryptophane, qui est le précurseur de sérotonine. Il va synthétiser des acides gras essentiels, c'est une source d'acides aminés, etc., etc. Donc l'intestin, il y a peut-être 5 à 10 ans, on a complètement changé la façon dont on voit cet organe. Pourquoi? Parce que
la technologie a évolué et donc tout d'un coup, on s'est trouvé qu'on peut actuellement voir certaines bactéries qu'on n'a pas pu voir avant parce que pour voir une bactérie avant, on devrait le culturer. Et donc, avec cette progrès dans la technologie, on arrive à voir leur empreinte. Et quand on voit leur empreinte, on sait ils ont été là. Et donc, on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas, un monde de micro-organismes qui est là et qui paraît maintenant que 90% de nous, c'est ce monde de micro-organismes qu'on appelle le microbiote. Donc ces micro-organismes sont, plupart ce sont les bactéries, mais il y a une petite quantité de virus et de parasites. Et donc pour un intestin sain, qui est un tube en fait, il n'est pas vide, il est bourré de ces micro-organismes. Il n'y a même pas un petit espace dedans, tellement il est compact avec ces micro-organismes. Et pour vous donner une idée, on dit en français, 100 000 milliards de ces micro-organismes dans notre corps. C'est 10 fois plus de toutes les cellules qu'on a dans notre corps. Ça veut dire que nous, on est 90% un écosystème de micro-organismes. Et donc, ça veut dire que 90% de nos gènes viennent de ces micro-organismes. Et ça veut dire qu'on peut l'influencer. Donc, ce qu'on a pensé avant que tout est génétique, il n'y est plus. Il n'est plus ça. Nous, on le sait depuis longtemps, mais maintenant, la science, elle confirme que ces gènes sont influençables. En changeant notre alimentation, en changeant le milieu de nos humeurs liquides de corps, on change complètement nos gènes. Ce n'est pas la peine d'enlever les seins pour lutter contre un cancer. On a juste besoin de changer notre alimentation. Et bien sûr, notre processus de pensée. Voilà. Donc cet intestin, comme je vous disais, c'est une tube qui n'est pas lisse et qui a des replis comme les doigts de gants et qui ont ce qu'on appelle les villosités qui en fait sont là pour capter les nutriments et les absorber. Donc, si on regarde cette paroi, quand on le déplie complètement, c'est à peu près la surface d'un court de tennis. Et moi, j'aime bien le comparer à une belle pelouse de golf, parce que c'est comme ça que ça doit être, sain et propre et plein de vie. Et en fait, ce qui se passe par exemple, si vous prenez un cours d'un antibiotique, c'est que ça devient une surface comme un champ de guerre. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus de vie. Cette barrière-là, elle est extrêmement importante parce que c'est à travers ces villosités ou de cette pelouse que tous les nutriments passent. Elle est protégée également, donc c'est 80% des bactéries. Et pour vous donner aussi une idée, dans cet intestin, donc normalement, on a à peu près 85% des bonnes bactéries et 15% des mauvaises. Donc, de quoi il a parlé professeur Jovet. Ça, c'est l'équilibre. On a besoin de 15% pour faire dégrader les protéines animales et 95%. Donc, ça nous donne aussi une idée comment notre assiette doit être. 85% de notre assiette doit être végétale et 15% des protéines animales. Donc, ça, c'est l'équilibre. Le problème encore, c'est quand on mange la nourriture antispécifique, c'est que ça va se renverser. Et donc, ça va devenir 15% versus 85% des mauvaises. C'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. D'accord? Et dans les 15%, nous avons le candida, entre autres. Et donc, ces bactéries,
elles sont là, elles ont leur propre place et elles ont leur propre rôle. Le problème est quand ils augmentent et deviennent majoritaires. C'est là qu'ils commencent à avoir des problèmes. Et donc, les bonnes bactéries, elles sont concentrées surtout autour de la paroi intestinale parce qu'elles ont plusieurs rôles. Un des rôles, c'est la protection de cette barrière. Cette barrière doit être extrêmement étanche. C'est la partie extérieure de nous, si vous voulez, parce que toute la partie extérieure, elle va gérer les choses qui viennent de l'extérieur. Une chose que j'ai oublié de vous dire ici, c'est quand dans l'estomac, quand c'est suffisamment acide, c'est aussi une barrière naturelle pour tous les parasites et toutes les mauvaises bactéries, parce que c'est là qu'ils sont tués normalement. Également, quand on vous parle de la bactérie H. pylori, voilà, elle se trouve dans la paroi de cet estomac, et quand l'acidité est suffisamment haute, elle est sous contrôle. C'est seulement quand ça baisse qu'elle explose, elle commence à nous causer des problèmes. Donc, on n'a pas besoin d'antibiotiques pour cette H. pylori, on a juste besoin d'augmenter l'acidité de l'estomac, par la nourriture surtout. Le vinaigre de cidre, par exemple, cru, et des choses comme ça. Donc, ces bactéries, des bonnes bactéries, elles sont concentrées autour de la paroi intestinale, elles le protègent, mais elles fabriquent toutes ces substances, comme je vous avais dit, les vitamines, les minéraux et les neurotransmetteurs, etc. Donc, ça s'appelle la microbiote ou microbiome. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, parmi ces micro-organismes, vous avez des virus, mais vous avez aussi des parasites. Il y a certaines espèces de parasites avec lesquels on vit en harmonie, et on a plein d'autres avec lesquels on ne vit pas en harmonie, mais aussi, quand ils augmentent, ils vont nous faire des problèmes, et ça va dépendre également du milieu. Donc, comme les bactéries ont besoin d'avoir un milieu qui est favorable à eux. Sinon, ils ne vont pas nous embêter. Je trouve énormément de gens avec beaucoup de parasites. Beaucoup de parasites. Et toutes sortes de problèmes qui se règlent en faisant tout simplement une bonne vermifuge. Voilà, il n'y a pas que des enfants. Et il y a Dr. S. Clark, peut-être que certains de vous... un Canadien qui est mort il y a quelques années, qui a fait énormément de recherches sur 40 ans sur les parasites, et elle a lié un parasite à un cancer spécifique. Et on sait que dans les cas de cancer, la première chose à faire, c'est de déparasiter. Voilà. C'est encore vibratoire, comme la nourriture, elle est vibratoire. Donc un aliment qui est biologique, qui est frais, va avoir une vibration très haute, il va augmenter notre taux vibratoire, donc on ne va pas attraper des choses avec une vibration basse. Et vice-versa, quand on est parasité, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi, on va être plus susceptible d'avoir tous ces bêtes nous envahir. Comment ça marche? Donc voilà le cycle de vie d'un entérocyte. Entérocytes, ce sont des cellules qui font le paroi de notre intestin, et il n'y a qu'une couche. Voilà, donc c'est très fragile. Et ces entérocytes, ils ont leur durée de vie, c'est 3 jours. Donc si vous avez, par exemple, une diarrhée, au bout de 3 jours, elle est finie naturellement. Si vous mettez le corps au repos, maximum 3 jours, parce qu'elles naissent dans les petits creux dans notre intestin, elles remontent, et quand ils sont en sommeil, elles meurent. Il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est eux qui ont cette villosité et qui sont chargés à faire passer des nutriments de notre système circulatoire. Alors, ce qu'il faut savoir avec eux, c'est qu'ils ont des jonctions très, très rapprochées et très fortes entre eux, et c'est très important parce que c'est comme ça que cette étanchéité se fait. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses autour de nous, des toxines, des stress et toutes les choses qu'on va voir
qui fragilise cette barrière et ces jonctions. Donc les jonctions elles vont devenir faibles et elles vont de plus en plus s'éloigner. Et donc on aura des choses qui vont, des nourritures et des molécules, surtout ceux qui n'ont été pas dégradés, qui vont passer dans notre système circulatoire. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est que ça c'est le paroi intestinal, et quand les aliments, les molécules commencent à passer, de l'autre côté, comme c'est l'intérieur de nous, il y a les cellules immunitaires qui patrouillent et qui vont tout de suite voir que ces molécules ne sont pas dans leur place, vont réagir et créer une inflammation tout de suite. C'est le processus normal de notre corps, c'est la défense, c'est l'inflammation. Mais ils vont attaquer ces molécules avec un degré de confusion parce qu'ils voient un morceau de la nourriture qu'ils connaissent, donc ils vont se dire ben, c'est une amie, je le connais, mais il ne devrait pas se trouver là. Et comme ils sont programmés à attaquer tout ce qui arrive dans ce milieu, ils vont l'attaquer quand même, et après un certain temps, ils vont faire une étiquette que ça c'est l'ennemi. Donc c'est comme ça qu'on crée des intolérances et des allergies. Intolérance et allergie c'est la même chose, ça dépend de notre force vitale. Si notre corps il a une force vitale qui est très forte, il va réagir avec une allergie. Si elle est faible, ça va être une intolérance. C'est la même chose. Voilà. Et ça c'est toutes les allergies, les asthmes, ça, c'est le début de toutes les maladies, parce que les aliments, les toxines, et surtout les toxines que nos bactéries elles vont produire en décomposant des molécules qui sont arrivées ici et qui n'ont pas été dégradées. Pour vous dire aussi que les toxines, par exemple, des céréales, surtout de gluten, et des laitages, qui n'ont pas été décomposés, les mauvaises bactéries, elles vont commencer à les décomposer, et comme le produit du métabolisme, ça va être des toxines dans la famille des opiates, Par exemple, je trouve les enfants qui sont hyperactifs ou des autistes, ils ont tous les signes comme s'ils étaient sous. Voilà, c'est la même famille, et je me souviens une des parents, un des premiers enfants que j'ai eu, qui me disait Madame, j'ai l'impression comme si il était sous, mon enfant, il avait 3 ans. En fait, ce sont les mêmes toxines, la même famille. Voilà. Donc, premier stade, c'est allergie, intolérance. Deuxième stade, après un certain temps, si on n'a pas réagi, si on prend des cortisones et si on met des crèmes contre eczéma, on n'a pas compris ce que notre corps nous dit. Donc le corps, il va aller nous dire un peu plus fort et il va produire ces conditions, ce qu'on appelle auto-immune. Mais c'est tout simplement notre système immunitaire qui est tellement confus qu'il ne sait plus quoi faire, donc il se retourne contre notre propre cellule et commence à les attaquer. Donc, cette barrière, elle est fragile et surtout, les choses qui l'influencent, c'est le stress, numéro 1, la nourriture, bien sûr, qui n'est pas spécifique, toutes les toxines et toxiques qu'on ingère, qui viennent de l'extérieur, toutes les additifs, surtout dans l'alimentation qui est transformée, tous les médicaments, une cours d'antibiotiques, c'est comme mettre une bombe atomique dans son intestin. C'est la même chose, c'est les mêmes dégâts. Voilà, ça détruit complètement toute la flore intestinale. Et après, les bactéries qui sont mauvaises, c'est comme des mauvaises herbes. Ils vont pousser beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Donc, on se retrouve 3 semaines après avec la même population de mauvaises bactéries, avec le même virus ou maladie. Certains signes d'un intestin imperméable, on va avoir un peu mal aux joints, toutes les maladies d'arthrite, fibromyalgie,
les maux de tête, des sinus, bien sûr toutes les maladies digestives, les problèmes liés aux glandes adrénales, les dépressions, bien sûr, ça on va voir juste après, toutes les maladies de la peau, des acnés, des rosacea, des eczémas, tout ça se traite en traitant déjà le système digestif. Voilà. Et on traite le système digestif avec d'abord de la nourriture. Tous les problèmes hormonaux de la thyroïde surtout. Voilà, ça. Voilà. Donc, cette paroi intestinale, elle est très liée avec notre cerveau. Elle est reliée avec notre cerveau avec ce que j'appelle une autoroute, c'est une ligne directe. Et ça s'appelle un nerf vagal, qui est un des nerfs qui est le plus grand dans notre corps, et qui amène toutes ces toxines vers le cerveau. Et qu'est-ce qui se passe? Les mêmes toxines qui ont détruit cette barrière de l'intestin, elles vont détruire la barrière du cerveau. Donc, elles vont se trouver dans les liquides de notre cerveau et vont créer une inflammation. Alors ça, c'est par exemple tous les problèmes de concentration, des enfants hyperactifs, des maladies d'Alzheimer, etc., etc. Et donc, là, donc dans le cerveau, ce qui est important à dire, quand vous avez ce milieu humoral dans le cerveau qui est toxique, vous avez aussi les connexions qui ne se font pas comme il faut. Donc, un enfant ou un adulte qui a du mal à se concentrer, c'est simplement que c'est la communication entre les neurones qui ne se fait plus. Parce qu'il y a trop de toxines dans le cerveau. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces messagers dans notre corps. Parce que un corps, c'est comme une entreprise ou comme un pays qui a besoin que le système de communication marche très bien pour que tout se passe bien. Et la communication se fait avec deux différents types de messagers. Donc, on a des neurotransmetteurs et on a des hormones. La différence, c'est que les neurotransmetteurs sont produits par des neurones, ce sont des cellules dans notre cerveau, et les hormones sont produites par les glandes endocrines et ils se transmettent différemment. Le neurotransmetteur, c'est un processus électrique. Et donc, les hormones, ils vont voyager plutôt dans le sang. Donc, à partir d'une glande hormonale jusqu'à l'organe. Il faut savoir que rien ne se passe dans notre corps sans ces messages. On veut bouger un bras, il faut qu'il y ait une commande qui se fait, qui se produit par une glande hormonale et qui va voyager à travers notre sang pour dire à ce bras de bouger. Donc, communication électrique par les neurones. Vous avez le corps d'un neuron et une queue. Et donc, l'impulse électrique qu'on appelle le influx nerveux va voyager à partir d'un corps à travers la queue et puis il va se transmettre sur un autre neurone et à une vitesse extraordinaire. Okay. Communication endocrine par les glandes hormonales. Donc, comme on a dit, ce sont des messagers. C'est un peu comme la poste dans un pays. Donc, si un système de poste ne marche pas, il n'y a pas de message. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, un système endocrine, on a donc les glandes comme le hypothalamus, la glande pinéale, la hypophyse, la parathyroïde, le thymus, l'estomac, les glandes surrénales, le pancréas, l'intestin aussi, c'est une glande endocrine, les ovaires et des testicules.
Donc, les glandes hormonales et les hormones sont spécifiques à la cible, c'est-à-dire qu'ils se lient aux récepteurs qui sont spécifiques. Ça veut dire que les hormones marchent un petit peu comme une clé et une serrure. Chaque hormone a besoin d'aller à un endroit spécifique et de se mettre, de se lier à cet récepteur qui lui est unique. Beaucoup de choses, de toxines qu'on ingère, surtout des additifs alimentaires et des substances toxiques, mimiquent certaines hormones de notre corps et donc ils vont modifier la serrure et donc l'hormone il peut plus communiquer comme il faut. Il change complètement cette serrure de communication. Donc, un système hormonal, quand il est en équilibre, ben, on se sent très bien. On a aussi une belle apparence. On a déjà ce qu'on appelle une vitalité. Un corps qui a un problème avec les hormones, les signes vont être, on va être un peu fatigué. On va avoir du mal à se réveiller le matin. On va avoir un petit peu de surpoids et on va être surtout de mauvaise humeur, à être grognon. Okay? Il y a beaucoup de signes, notre corps nous parle tout le temps. Et on va parler d'abord un peu des carences des hormones sexuelles. Comment on peut les voir? Nous avons les cheveux qui se perdent, qui s'affilent. On va pas être bien dans notre tête, un peu de dépression, d'anxiété, un visage qui va être pâle, les yeux qui vont être secs et surtout pas d'énergie. Voilà. Mais aussi un sommeil qui va pas aller bien, plein d'autres choses. Oestrogène. Donc on en a parlé tout à fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone de féminité, donc qui nous donne des rondeurs comme une femme, qui nous donne une peau souple, une voix douce, un visage lisse. C'est une hormone de fertilité, un hormone de libido aussi, qui nous maintient toutes les cavités humides. On est très joyeux. Et puis, c'est une hormone aussi d'ostéoporose. Beaucoup de femmes se trouvent en ostéoporose pendant la ménopause parce qu'il manque juste l'estrogène, il va diminuer. Aussi, les migraines hormonales sont dues à la chute d'estrogène. Et c'est un protecteur cardiovasculaire. Pour l'homme, les hommes aussi, ils doivent avoir une petite peu d'estrogène, ça les maintient fertiles et aussi il y a une action sur le libido. Quand l'estrogène est en carence, on va commencer à perdre les cheveux, surtout en haut de la tête. Donc quand vous voyez des femmes qui perdent les cheveux, c'est un manque d'estrogène. On va avoir des yeux qui sont secs, et des petites rides qui vont commencer à apparaître. Les rides, ce n'est pas uniquement estrogène, c'est beaucoup d'autres choses. C'est une diminution des fluides, on va voir avec d'autres hormones aussi. Quand on est en carence d'estrogène, on a des kystes, on a des fibromes, on a un syndrome prémenstruel qui est perturbé, qui est parfois inexistant, qui est irrégulière, les règles sont douloureuses et on a une pilosité excessive. Beaucoup de femmes aussi se trouvent avec une estrogène en excès et beaucoup d'hommes aussi, comme on a vu, parce que justement il y a cette substance toxique, beaucoup qui mimiquent les estrogènes, ce sont des phytoestrogènes. Ce qu'il faut savoir que les femmes, quand
pas seulement quand elles sont en ménopause, mais déjà 8 ans avant la vraie ménopause, le taux d'estrogène commence à diminuer. Donc, ils ont beaucoup de symptômes, même bien avant la ménopause. Parfois, ils ont des bouffées de chaleur, des sautes d'humeur, la dépression. Et ce qu'il faut aussi savoir, que l'estrogène et le progestérone doivent être, et on dit, ils jouent le tango ensemble, ils dansent le tango parce qu'ils sont interindépendants. Il faudrait pas juste un niveau d'oestrogène, mais une relation entre estrogène et progestérone qui est très propre. Donc, quand on se trouve à trop d'estrogène, tout de suite, le progestérone, il n'est pas adapté parce que il se trouve pas dans le même pourcentage. Progestérone, c'est une hormone de fertilité aussi, mais c'est surtout une hormone de grossesse, une hormone aussi de bien-être, de sérénité, de fertilité, comme je vous avais dit. Il est prédominant dans la deuxième phase du cycle de la femme. Il sert comme un équilibre, et donc prévention de syndrome prémenstruel, des règles abondantes, aussi un protecteur du système cardiovasculaire et squelette. Endométriose, c'est lié à une carence de progestérone ou une hyperestrogénie, comme on a vu. Le sommeil, toutes les femmes enceintes dorment normalement bien, sauf quand ils sont gênés. La déficience donc va donner des signes douloureux et sensibles. On va être anxieux et même agressif. Donc tous les problèmes liés à la syndrome prémenstruel. La rétention d'eau, vous avez vu beaucoup de femmes enceintes, ils retiennent d'eau. Obésité ou basse de ventre, de ballonnement, mais aussi kyste fibrome et insomnie. Alors, ce qui marche bien, c'est le yam sauvage mexicain pour augmenter un petit peu. Le progestérone, c'est vraiment, il est en déficience dès premiers signes de ménopause. Et on traite souvent quand on n'arrive pas à équilibrer avec l'alimentation et les jeûnes et tout ça. Pour donner un coup de main juste au début, on va utiliser le yam sauvage mexicain en application sur la peau. Testostérone, c'est un hormone mâle comme progestérone et c'est un syndrome, c'est un hormone de virilité chez les hommes, ce qui donne la force. Il va être impliqué aussi dans le libido, pas juste chez l'homme, mais chez la femme, à la performance sexuelle. Il va fabriquer des muscles pour nous, protéger le cœur, avoir une bonne articulation et protéger les pancréas et les reins, mais des organes digestifs également. Énormément de gens qui sont en manque de testostérone. Pas juste les hommes, mais les femmes aussi. Comme le professeur Jovet disait, le libido, il est vraiment en déficience aujourd'hui. Quand on n'a pas de testostérone, et ce qu'il faut dire, c'est que quand on a un bon taux de testostérone, il y a beaucoup de choses qui marchent. Donc, juste en augmentant le taux de testostérone, on règle pas mal de problèmes. On est fatigué, on a un manque de confiance, on n'a pas une libido où il est très faible. La performance sexuelle chez les hommes et les femmes, elle diminue. Le sommeil est perturbé ou pas existant. Aussi, beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil aujourd'hui. Énormément. Sudation excessive et la mémoire. Et chez l'homme et les femmes, comme j'ai dit,
libido, il renforce les os, des muscles, fabrique des muscles. Et la cellulite, il est anticellulitaire. Donc les hormones surrénales. On va y arriver à la fin. Je vais vous donner exactement ce qu'il faut pour un testostérone. Donc les hormones surrénales, ben, ce sont des hormones qui sont produits par des glandes adrénales dont le rôle c'est de répondre rapidement au stress extérieur. Donc les glandes adrénales, elles produisent les adrénalines et le cortisol. Donc c'est adrénaline, c'est vraiment combat et fuite. Donc quand on est attaqué par le stress, notre cerveau, il va décoder ça comme si il y avait un millier d'années quand on était attaqué par une lion, on était en danger de la vie. Cortisol, c'est un stress en permanence, donc notre corps va fabriquer le cortisol pour dans la deuxième phase. Une fois que l'adrénaline, il va nous aider il va augmenter la respiration, le flux sanguin, et tout va se mettre en place pour nous permettre d'aborder ce stress. Une fois que le danger est passé, le corps va produire le cortisol. Mais quand on a un cortisol qui a été sollicité pendant longtemps, on va avoir une fatigue, un burn-out, ce qu'on appelle. C'est un hormone qui est stéroïde et qui régule le système immunitaire. Quand on produit le cortisol pendant longtemps et beaucoup, on va avoir un effet, un syndrome de crashing, de burn-out, très commun aujourd'hui. Il y a d'autres choses comme des excitants qui vont produire la même chose, le café, le thé, l'alcool, etc. Aldostérone, c'est un stéroïde aussi. Les hormones stéroïdes, ce sont des hormones, en fait, ce sont des stéroïdes qui agissent comme des hormones. Les stéroïdes gèrent tout le métabolisme, l'inflammation, le système immunitaire ou des fonctions immunitaires. Ils vont aussi gérer le taux de l'eau dans notre organisme et du sel dans l'eau, et notre habilité de résister aux maladies. L'aldostérone, il est surtout une hormone qui gère la pression sanguine. On se trouve souvent en hypotension quand on manque l'aldostérone, et l'équilibre électrolytique. Électrolytes ou électrolytes, ce sont des minéraux comme le sodium, potassium, chloride, qui sont des conducteurs d'électricité dans notre organisme. Je vous ai parlé d'électrons, de neurones dans notre cerveau. Ils communiquent grâce à ces électrolytes dans les liquides qui sont dans le cerveau. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est le cholestérol dont on essaye aujourd'hui de baisser le taux à tout prix, intervient à la fabrication de ces stéroïdes. Donc il est important. Et tous ces médicaments qui baissent le cholestérol, ils nous font du mal. Parce que quand on est en manque de cholestérol, on ne fabrique pas des hormones stéroïdes. Les électrolytes aussi, ils ont un rôle dans l'homéostasie dans notre corps. Et le dernier, c'est DHEA.
qui se convertit, c'est un précurseur pour estrogène et testostérone. Il ne faut jamais le donner. Je suis complètement contre donner tous ces hormones parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont, que j'ai entendu, ils vont prendre le DHEA, mais en fait, on ne sait pas s'il va fabriquer l'estrogène ou testostérone. C'est complètement à cette intelligence de décider ce qu'il va faire avec le DHEA. Mais on est en manque quand même aujourd'hui beaucoup et il va réduire la fatigue quand on a une dose suffisante, il va réduire l'anxiété, il va être protecteur contre l'excès de cortisol et il décline beaucoup avec l'âge, énormément. Donc on sait que presque toutes les femmes et les hommes, ils vont être en déficience après 50 ans. S'ils ne font pas des jeûnes régulièrement, s'ils ne se nourrissent pas comme il faut. Et les stéroïdes sont anabolisants. Et je vous avais parlé de leur rôle de cholestérol, très important. Et quand on a retiré, pendant 40 ans, quand on nous disait que les graisses sont nocives pour notre corps, ils nous ont fait plus mal que du bien parce qu'ils ont enlevé toutes les bonnes graisses, donc tout le cholestérol qu'on a besoin pour fabriquer tous ces hormones. Oxytocine, c'est une de mes préférées, c'est une hormone qui donne la couleur, qui donne la joie et qui vous donne la vie sociale, qui vous socialise. Donc quand vous avez beaucoup d'oxytocine, vous avez une très bonne vie sociale. Et contrairement à ça, les gens qui se retirent de la vie sociale, qui s'isolent, ils sont en manque d'oxytocine. Et souvent, on a fait des études, par exemple, les enfants, je suis assez passionnée par autisme, et j'ai pas mal d'enfants à Bahreïn qui sont autistes, et j'ai de super résultats. Et j'ai pas fait, mais je sais que quand on leur donne l'oxytocine, ils ont des nettes amélioration, il devient plus sociable. Juste en augmentant l'oxytocine. On fait plein de câlins et des bisous, et c'est un rôle de protection pour notre organisme, et il nous protège surtout des cancers du sein et des ovaires. Dans la dépression, bien sûr, des attaques cardiaques, et il nous donne l'amour. Il est produit par l'hypothalamus et excrété par la hypophyse. Vasopressine, c'est pareil. Il est produit par l'hypothalamus et sécrété par la hypophyse. Il est libéré en fait par la hypophyse. Et quand vous voyez des gens qui se lèvent pendant la nuit, ils doivent aller aux toilettes, ils sont en manque de vasopressine. Urination nocturne. Je ne sais pas si vous avez vous faites de l'anatomie et pathologie un petit peu? Oui. Oui, donc vous savez que dans le cerveau, il y a deux glandes principales, le hypothalamus qui est le chef, qui donne des commandes, le hypophyse qu'on dit c'est l'assistante, et la thyroïde après, donc les trois principaux, la thyroïde qui va être comme un centre de dispatch, qui va dispatcher toutes ces informations. On va regarder la thyroïde tout de suite, c'est super importante. Vasopressine aussi, il gère le taux de liquide dans notre corps. Donc, quand on n'a pas suffisamment de liquide, on va avoir le visage ridé. Donc, son rôle, c'est de garder de l'eau dans le corps. Aussi, la mémoire. Tous ces gens qui entrent dans une pièce et ils oublient ce qu'ils doivent faire, c'est le vasopressine qui manque. Saignement excessif de blessures, la concentration, attention, donc liée aux mémoires, encore, l'apprentissage, les enfants qui ont un problème de concentration, apprentissage, le pipi au lit des enfants, souvent, c'est lié à la manque de vasopressine.
et c'est une hormone de bien-être. Hormone de croissance, c'est une hormone anti-vieillissement, c'est très à la mode maintenant dans le monde anglophone, parce que c'est un hormone qui il nous fait grandir, bien sûr, quand on est en bonne croissance, et aussi des paupières qui tombent. Vous allez savoir que les gens, ils ont un manque d'hormones de croissance. Il est produit par l'exercice physique aussi, l'estime. Et c'est un hormone qui fait tout, qui rend tout ferme. Donc, quand on a beaucoup de cellulite, ben, on n'a pas d'hormone de croissance. Quand on a des jambes qui sont très fermes, des muscles qui sont très fermes, on a suffisamment d'hormones de croissance et affermis. Voilà, c'est anti-aging. Des résultats parfois spectaculaires pour ceux, mais il est surtout donné chimiquement. On peut l'augmenter avec L-arginine. Des acides aminés jouent un rôle très important. Et donc, l'utilité de bien digérer les protéines et de les bien synthétiser. L-glutamine, entre 2 et 5 grammes, et même plus. Vous allez voir, L-glutamine, il est très intéressant des entérocytes qui font la paroi intestinale. Ils ont surtout besoin d'L-glutamine pour se produire. C'est leur nourriture principale. Mélatonine, c'est une hormone, comme vous savez, de sommeil. À l'Antiquité, surtout chez les pharaons, on croyait que c'était parce qu'il est produit par la glande pinéale, et ils pensaient que c'était lié à la voyance, l'instinct. Elle était considérée sacrée, la glande pinéale. Mais la mélatonine est surtout une hormone qui règle notre rythme circadien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais chaque organe et chaque action, il a bien son heure précise de fonction. Par exemple, j'aime bien comparer ça comme une entreprise ou une bureau qui marche bien pendant la journée, et donc à 6 heures tout le monde va partir à l'école et les femmes de ménage ils vont venir. Donc notre système il va se mettre dans un mode de réparation, de sommeil, et pendant la journée il est dans le mode d'action. Vous allez voir vous êtes le plus concentré à 10 heures du matin. La pression sanguine à 6 heures, elle est à 100 le plus haut, etc. C'est un foie, il va se détoxifier entre 10 heures et 2 heures du matin. Donc on sait que les gens qui se réveillent pas, surtout vers 1 heure, 2 heures du matin, même 3 heures, ça dépend, ils vont avoir un problème avec du foie. Le rôle de mélatonine, c'est régulation de ce rythme circadien, mais il est surtout un antioxydant. Il est anti-cancer, il détend tout. Il est très bien pu utiliser pour le jet lag, pression sanguine, et il est antioxydatif, donc antioxydant. Voilà. Quand on manque de mélatonine, on passe des nuits blanches. La thyroïde. Énormément de problèmes de thyroïde aujourd'hui, tout lié à la toxicité. Beaucoup lié pour moi, et on dit qu'on ne peut pas soigner une thyroïde si on mange des céréales. Surtout le gluten, il est complètement endommageant pour une thyroïde. 90% de la hypothyroïdie est une maladie auto-immune. Donc ça veut dire que les cellules immunitaires ils vont attaquer les cellules de la thyroïde. Donc la thyroïde elle va fabriquer T4 et T3.
T4, c'est une forme assez inactive. C'est le T3 qui est le plus actif. Et ce qu'il faut savoir, c'est tous ces tests pour la thyroïde que les médecins ils font sont la plupart du temps complètement faux. Surtout qu'ils mesurent souvent le TSH. Et c'est pas que le TSH, si on n'arrive pas à convertir le T4 en T3, c'est la même chose. Et souvent, ils oublient de regarder ça. Donc, moi, je donne un test. Ce que je peux vous passer, c'est le test de mesurer sa température de corps, qui va plus ou moins être beaucoup plus révélateur qu'un test sanguin. Et je le vois aussi dans la iridologie très facilement. Mais tous les signes, c'est très facile à voir. Les signes d'une thyroïde qui ne marche pas bien, qui est en hypo. Vous allez voir la vitesse de métabolisme. Donc, elle gère la thyroïde, tout le métabolisme de toutes nos cellules. Quand elle est en hypo, le métabolisme va être lent. Quand elle est au hyper, bien sûr, il va être trop rapide. Elle va contrôler le poids, la circulation sanguine, l'approvisionnement en nutriments, renforcement des muscles, articulation et importance du foie. Donc, sans suffisamment de hormones thyroïdiennes, des mains et des pieds sont froids, on est constipé, on a la peau sèche, le mémoire, concentration des articulations douloureuses et fatigue matinale. Les gens qui n'arrivent pas à se réveiller le matin et qui ont froid, c'est la thyroïde. Donc, les cheveux qui se dessèchent, on voit aussi avec les paupières et les édémas ici. Et pour vous donner une idée, la même personne en hypothyroïdie et 3 mois après, quand il s'est soigné, voilà, on peut voir, ce sont des visages qui gonflent un petit peu, tout gonfle un peu. Voilà, et ça c'est une hyperthyroïdie, on devient trop maigre et on a le goitre, des nodules. La thyroïde, elle a surtout besoin d'iode. Quand on n'a nulle part, il faut manger des algues marines. Insuline, qui est fabriquée par le pancréas. Pancréas, il fabrique aussi les enzymes digestives, donc il a un rôle double. Il a un rôle de contrôler le niveau de sucre dans l'organisme et dans le sang surtout. Il réagit sur le système cardiovasculaire, les réserves énergétiques et stockage des graisses. Et ce que je voulais vous aussi montrer, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont un problème de gestion de sucre dans l'organisme. Comme vous savez, le sucre, c'est un vrai problème aujourd'hui. On le voit très facilement avec la langue. Quand la bout de la langue elle est rouge, vous allez savoir que il y a une gestion du sucre, elle n'est pas bonne. Donc on est une hyperglycémie, hypo. Donc le taux de sucre, si ça c'est 0, normalement doit être comme ça. On mange quelque chose, ça augmente légèrement, on digère, le niveau de sucre baisse, on a faim, puis on mange. Ça c'est normal. Quand quelqu'un a un problème de gestion du sucre, ça va être comme ça. Donc, on se trouve à faire un yo-yo. Et ce qu'on appelle la insuffisance d'insuline. Donc, on va manger un gâteau et quelque chose sucré. Notre corps va être en mode d'alarme. Parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. Le pancréas, il va sécréter l'insuline. Et il va dire, attention, urgence, il faut absolument enlever toute cette sucre de sang. Et où est-ce qu'il va aller? Il va être donné au foie. C'est le foie qui va gérer ces glucides qui vont être donnés au foie et qui va transformer avec le glucogénésis en graisse. Après, le foie, il a trois choses à faire avec cette graisse
qu'il a fabriqué, il peut le mettre autour de lui-même, c'est ce qu'on appelle une foie engorgée. Il peut le donner au système cardiovasculaire, donc on va avoir ce qu'on appelle le cholestérol, ce sont des graisses qui vont boucher les artères et des veines. Troisième chose, il va fabriquer les petits cailloux de cholestérol dans le foie qui, avec le canal qui est lié avec la vésicule biliaire, ils vont passer dans la vésicule biliaire et qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des cailloux dans la vésicule biliaire, mais qui sont en fait des cailloux qui viennent de là. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les glucides qui ont été enlevés de ce gâteau. Pour vous donner une idée, à chaque moment, on peut avoir maximum une toute petite cuillère de sucre dans le sang. Si on a trop, cet excès va être donné au foie. C'est pour ça qu'on se trouve avec les foies engorgés, mais aujourd'hui, comme si on était alcoolique. Les enfants de 3 à 5 ans, ils ont déjà des foies engorgés. Après, une fois que l'insuline a été sécrétée, il va baisser le taux de sucre. Et comme c'est une urgence, il ne va pas calculer exactement le taux qu'il faut pour revenir au zéro, mais il va donner beaucoup, comme des pompiers. Il va arroser, et puis ça va tomber ici. Là aussi, c'est une urgence, parce qu'il n'y a pas du tout du sucre dans le sang, ce qui est pas normal. Et là, le corps, il va fabriquer le cortisol. Les glandes adrénales vont fabriquer le cortisol, qui va dire à notre corps, vite, il faut manger quelque chose de sucré. Donc c'est là que 3-4 heures après, les gens ils se disent, ah, j'ai besoin d'un café ou un petit morceau de sucré pour remonter ça. Et bien, ils vont remonter et après ils vont continuer à faire le yo-yo. Donc ça s'appelle l'insuffisance d'insuline et c'est ce qui est derrière toutes les maladies dégénératives aujourd'hui. On ne peut pas avoir un cancer, on ne peut pas avoir une diabète ou une maladie auto-immune si on n'est pas dans ce scénario. Et ce scénario, il est très facile à réguler, même une semaine. Une fois que vous avez réglé l'alimentation, ça va commencer à revenir à la normale. Après, il faut un certain temps pour le pancréas à récupérer, bien sûr, s'il a été dans cette mode pendant longtemps. Donc, insuline, bon, quand on a un problème avec la fabrication, on peut avoir un diabète 1, c'est ce qu'on dit, c'est souvent inné, c'est une insuffisance d'insuline. Donc, le pancréas, il ne fabrique pas suffisamment. Le diabète 2, c'est un autre scénario, c'est qu'on a excès d'insuline. C'est qu'il a travaillé beaucoup trop pendant longtemps et que les cellules se retrouvent avec une couche de sucre autour d'eux et donc l'insuline est fabriquée mais il ne pénètre pas, il ne pénètre plus. Donc on va avoir une résistance à l'insuline et qui est réversible avec un régime alimentaire complètement et très rapidement. Même le diabète 1 que le professeur Jovet il règle très facilement. Donc, soit excessive, si vous voyez les enfants qui ont soif tout le temps, ils ont un problème de gestion du sucre. Somnolence, minceur, c'est diabète 1 et le diabète 2, c'est opposé. On va être en surpoids, surtout autour de l'estomac et des cuisses, les déshydratations, la bouche sèche, la peau fifée. Hop, vous voulez que je revienne? Ouais. Quand vous voyez les femmes ou les enfants avec une couche ici, c'est un pancréas qui ne marche pas bien et bien sûr un foie qui est très fatigué. Et ça, les deux ici, donc on trouve, quand on voit la langue qui est un peu rouge, on va regarder avec les moyens qu'on a, iridologie ou les machines quantiques ou avec la langue, on peut voir assez facilement que le foie ne va pas bien. On va être dans le scénario de tension artérielle, un peu de diabète, un peu de tout. C'est un peu un chantier, ce qu'on dit. C'est un syndrome métabolique, ce qu'on appelle. Quelles sont les solutions?
pour un déséquilibre hormonal, premier réflexe, c'est ah, ben, je vais prendre quelque chose. Voilà, c'est les réflexes allopathiques pour rétablir ça. Mais en fait, en réalité, première chose à faire, c'est changer l'alimentation. Beaucoup de choses, sans changer l'alimentation, on ne peut rien faire. Et surtout, on ne peut pas équilibrer des hormones si on ne change pas l'alimentation. Beaucoup de choses rentrent à l'ordre déjà avec ça, et si on pousse avec des jeûnes, des cures et tout ça, ça revient à l'équilibre. Les bouffées de chaleur, au bout de 2-3 jours de jeûne, c'est fini. Ça revient à normal. Okay. Deuxième chose, c'est surmonter les manques en vitamines, en minéraux, protéines. Ouais, revenir en arrière. Le système digestif, il faut voir si ça marche bien. D'accord? On peut soigner l'intestin autant qu'on veut. Si on n'a pas réglé le problème de l'estomac et de fabrication des enzymes, on n'a rien réglé. Donc, surmonter les manques, détoxifier, bien sûr, les jus de légumes, surtout les jus de légumes. Les jus de fruits, c'est notre alimentation spécifique, mais quand on se retrouve dans le scénario de trop d'insuline, c'est pas bien, parce que il n'y a pas de fibres qui vont ralentir le sucre qui va se retrouver dans le sang très rapidement. Donc, les fruits, il faut les manger avec les fibres quand on est en déséquilibre important. Et commencer avec les légumes. Les jus de légumes et jus de légumes lactofermentés. D'accord? Qu'est-ce qui va changer cette ratio des bactéries-là? C'est un apport en lactofermenté. Donc, probiotiques, on en parle beaucoup, mais pour vous donner une idée, le meilleur probiotique en marché actuellement, il a à peu près 100 milliards, 100 milliards de bactéries et 35 souches. Donc 35 différents types de bactéries. Dans notre intestin, on a entre 500 et 1500 différentes espèces de bactéries. Le plus qu'on a, le mieux c'est pour nous. C'est pour ça qu'on essaye d'apporter le maximum de souches. Mais pour vous donner une idée, une cuillère de choucroute, c'est 10 fois plus le meilleur probiotique. Donc on n'a pas besoin de dépenser l'argent pour ces choses qui sont quand même un peu toxiques. Quand on peut manger de la choucroute, des jus de légumes lactofermentés, les légumes lactofermentés, le miso, etc., etc. Tout ça, c'est bourré de bonnes bactéries. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il nous faut des blocs de construction, ce sont des protéines de graisse. Nous, on dit que aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont dans un mode de brûler les glucides pour produire l'énergie. Donc, on mange beaucoup de céréales, beaucoup de sucre, et on nous dit, même pour les sportifs, il faut manger des pâtes et tout ça, c'est faux. Notre mode de fonctionnement qui est sain, c'est des protéines et des graisses pour énergie. Dès qu'on a fait cette switch, ça veut dire que notre corps, tout de suite, il va dans un mode de santé. Et c'est ce qui se passe avec le jeûne. D'accord? Il va commencer à utiliser les protéines et les graisses dans notre organisme, surtout ici, pour fabriquer des bonnes cellules. Voilà. Bloc de construction. Il ne faut pas oublier que tous les hormones réagissent en synergie. Donc, on ne va jamais être en déficience de 1 sur l'hormone. Ça va être au minimum 3 ou 4. Et on ne peut pas juste donner un hormone à quelqu'un ou augmenter avec les vitamines et minéraux. Tout ça, c'est ça. Notre corps, il réagit, toutes les cellules, ils travaillent en synergie. C'est comme les vitamines et minéraux aussi. Il vaut mieux les prendre d'une bonne jus de légumes que de les chercher en vitamine A, en vitamine E. Il ne va pas réagir de la même façon. Notre corps, il ne va pas le reconnaître dans cette forme. Très peu. Il faut que ça soit vraiment de haute qualité. Alors, le régime alimentaire, il date depuis Paléolithique, ce qu'on a dit.
notre système digestif n'a pas changé depuis. On dit, mais on a évolué, etc. On a évolué, notre cerveau a évolué, mais notre système digestif, il est toujours le même. Donc, un système digestif de singe. Après, on a commencé à cultiver, mais c'est pas, notre système digestif, il n'est pas adapté. Même si, peut-être en réalité, on trouve certains groupes sanguins et ils tolèrent un peu mieux que les autres, mais en réalité, on doit tous manger comme avant. Pour vous donner une idée, les sucres des bonbons, des céréales diminuent 8 sur 12 hormones. Alcool, il va réduire une hormone de croissance à 70 à 75%, comme les 2 tasses de café. Si vous prenez 2 tasses de café par jour, vous avez réduit votre hormone de croissance à 70%. Comment faire? Améliorer la nourriture, maintenant, remédier aux carences et arrêter les toxines. Les toxines qui se trouvent partout, dans la nourriture, dans l'air, dans l'eau, dans tout ce qui est plastique, dans tout ce qui est conserve. Et ça, c'est la méthode allopathique, qui n'est pas pour nous. Solution pratique. Voilà vos réponses. Donc, estrogène, il lui faut beaucoup de choses, mais surtout vitamine B1, B6, et progestérone, comme on a dit, ça marche, ils dansent un tango ensemble. Progestérone, encore la vitamine B6 et magnésium. Magnésium, c'est le minéral dont on est en carence aujourd'hui, la plupart des gens. Tout le monde manque de magnésium. Le stress, il va piocher dans les réserves de magnésium. Quand on n'a plus de réserve, notre corps va être tout crispé et donc il va être plus facile à stresser. Et donc on est dans un cercle vicieux. Testostérone, acide aminé, comme on a vu, L-glutamine. Cortisol, le DHEA qui va le faire fabriquer. Vitamine E, c'est très important. Mélatonine, il y faut du calcium, encore de magnésium. Le tryptophane, que si vous vous souvenez, il est fabriqué ici. Et le niacine, qui est le B3. Le niacine aussi, il est très bien pour le cardiovasculaire. Il va nettoyer toutes les dépôts de ce qu'on appelle cholestérol. La thyroïde, elle a besoin de beaucoup de choses. Quand on voit, moi j'ai une petite machine quantique comme Olivier, donc on voit bien les carences là. Dès que je vois sélénium et cuivre, je sais qu'il y a un déséquilibre hormonal. Zinc aussi. Zinc, c'est primordial surtout pour les hommes. S'il n'y a pas de zinc, il n'y a pas la prostate déjà qui ne marche pas. Okay. Hormones de croissance, arginine, glutamine, lysine, ornithine, glucine, tryptophane et niacine. B3. Donc beaucoup d'acides aminés, beaucoup de protéines. Insuline a besoin de chrome. Alors pour l'insuline, pour tout ce qui est diabète et tout ça, il faut d'abord s'occuper du foie, comme pour beaucoup d'autres choses. Si on ne draine pas le foie, on ne va pas pouvoir remédier le pancréas et la gestion du sucre. Le chrome, il est important, vitamine E, encore magnésium, zinc et B6. Acide alpha-lipoïque, il est extraordinaire pour le diabète et tout ce qui est gestion du sucre. C'est aussi un antioxydant, très intéressant. Carnitine. Acide alpha-lipoïque, il va aussi détoxifier les métaux lourds. Mais les métaux lourds sont détoxifiés par les bactéries ici. Donc si on n'a pas un intestin qui ne marche pas bien, on ne peut pas les détoxifier. On le trouve avec des enfants autistes, justement, que dès qu'on leur règle le système digestif, le taux de métaux lourds diminue. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On s'occupe de le système digestif.
Les mises à zéro des hormones, ça c'est une médecin américain qui s'appelle Sarah Gottfield, qui est très cotée comme parce qu'elle a en fait elle a fait des recherches scientifiques, voilà, sur toutes les hormones. Elle a relié, elle a fait un programme pour remettre toutes les hormones petit à petit à la place pour les gens qui sont pas prêts à jeûner tout de suite, pour ceux qui avec qui il faut aller doucement. Donc on enlève d'abord les viandes pour équilibrer l'estrogène. Trois jours après, on va sortir le sucre, puis 3 jours après, on va sortir. Avec certaines personnes, on ne peut pas leur juste dire il faut enlever ça, ça, ça et ça. Il faut aller un peu doucement. Voilà. La thyroïde, comme vous voyez, c'est les céréales. C'est très important. Les caféines et bien sûr les laitages. Et il faut leur dire que tout est dans leurs mains. Nous, on est là pour leur donner des outils. Le travail se fait chez ces individus-là. On est là pour les accompagner, leur donner des clés. Voilà. Il est quelle heure? D'accord. Donc, juste rapidement, une anamnèse. Beaucoup parmi vous m'ont demandé comment on procède avec une anamnèse. Voilà mon questionnaire que j'envoie avant, quand ils prennent le rendez-vous. Donc, ils vont remplir tout ça, bien sûr, le nom, prénom, email, téléphone, tout ça, le poids, pour voir quel est le poids idéal, la profession, s'ils ont un peu de stress, tout ça, les historiques médicaux, très important. Surtout dans l'enfance, ils ont fait beaucoup de rhinite, des mal de gorge, ça veut dire que déjà l'intestin, il est poreux. Pour voir les antécédents, la maman, elle a eu le problème de thyroïde et tout ça. Est-ce qu'ils sont médicalisés? Ça, c'est le plus compliqué. Pour comment leur enlever, au moins pour moi, c'est le plus compliqué. Quand ils ne sont pas médicalisés, on les ramène assez facilement vers la santé. C'est qu'ils sont empoisonnés, donc déjà il faut sortir tous ces poisons. Opération, leur naissance. Une chose qui est importante, c'est pour cette macrobiome et macrobiota. Donc, on sait aujourd'hui qu'un bébé dans le ventre de maman, il a un intestin qui a presque pas de bactéries du tout. Donc, on va dire qu'il est stérile. Et avec les recherches, on va aujourd'hui sur les souris, quand on leur enlève toutes les bactéries de l'intestin, ils ont plus d'immunité, ils deviennent très anxieux et très... ils sont pas sociaux et le reste. Donc le bébé, quand il va naître, il va être colonisé par les bactéries de maman. Donc c'est l'héritage qu'on a de nos parents. C'est que la plupart de ces bactéries, quand on va être colonisé avec, ce sont des bactéries de maman. Et après, on va aussi être colonisé par des gens et des bactéries autour de nous. Et ils disent que le plus on est exposé à cette bactérie, le plus on a d'immunité. Donc c'est important, s'ils ont été nés par une césarienne, ils vont déjà être plus fragiles pour certaines maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. S'ils dorment bien, s'ils ne dorment pas bien, regardez les ongles, on voit plein de choses sur les ongles. S'ils ont des lunules, c'est un signe de vitalité. S'ils ont des taches blanches, c'est du manque de zinc. S'ils ont des rides, s'ils sont déminéralisés, si ça se casse. Voilà. La langue nous parle beaucoup. Après, le régime alimentaire, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont comme toxines, qu'est-ce qu'ils ont accumulé. Et pas seulement qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui ou hier, mais est-ce qu'ils ont changé leur alimentation il y a 3 mois. Parfois, je vois alimentation ici, puis tout est presque parfait. Et quand les clients viennent, je ne peux pas associer
le régime alimentaire actuel avec ce qu'ils en ont. Et quand on pose un peu plus de questions, on voit que il y a 3 mois, ils ont mangé complètement différemment. Après, tous les systèmes, par système, donc système circulatoire, système respiratoire, le squelette, système digestif, système endocrinien, est-ce qu'il y a des problèmes? Vous parcourez tout ça avec eux et vous avez déjà une bonne idée qu'est-ce qui se passe. Hein? Le protocole de base, régime alimentaire, bien sûr, d'abord réagir sur ça. Et comme il faut savoir, si par exemple un intestin qui est très inflammé, une digestion qui a beaucoup de problèmes, elle ne peut pas supporter le cru tout de suite. Il faut manger cuit. Commencer doucement pour, une fois que l'inflammation elle a diminué, ou on les met au jeûne. Détoxification, bien sûr, sortir de ces émonctoires qu'on a vus, les 5. Donc notre rôle, c'est de corriger l'alimentation, d'ouvrir les portes pour que les toxines sortent. Et après, c'est la force vitale, c'est l'auto-guérison qui va se mettre en place. On va combler des carences, donc donner un peu plus de vitalité. On va s'occuper du système digestif. On va soulager parfois le symptôme, très rarement, mais parfois, s'il y a vraiment une douleur, avec des bouillottes, des choses comme ça. On va s'occuper de l'émotionnel, hein, c'est primordial. On peut pas, si on ne change pas la façon de penser, on peut manger autant qu'on veut des bonnes choses, il n'y a rien qui se passe. Ou très peu. Partie spirituelle, je trouve c'est assez important également, et ça, il ne faut pas confondre la religion, bien sûr, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de quelques cas pratiques. Vous voulez? Alors je vais vous parler par exemple d'abord de petit Zohaïb qui a 3 ans et demi. Il est venu chez moi quand il avait 3 ans et demi, presque 4 ans. Il parlait aucun mot, pas un mot. Donc il était dans une école autiste. Il ne regardait pas, donc il n'arrivait pas à avoir un contact avec les yeux. Il n'était pas social du tout. Donc il vivait dans son petit monde. Les parents indiens, maman, elle avait 30 kilos de plus. Le papa qui est très dans la contrôle, mais les parents quand même assez perturbés. Toute la vie de famille bien perturbée par cette petite enfant, Zohaïb, et la sœur qui a l'âge de 15 ans et qui est complètement aussi en plan arrière parce que tout le monde s'occupe de petit Zohaïb qui pique les crises et tout ça, mais il n'arrive pas à parler. Ils sont venus me voir et tout de suite au téléphone déjà je leur ai dit ne venez pas me voir si vous n'êtes pas prêt à changer son alimentation, parce qu'avec les enfants il n'y a que les parents qui peuvent réagir, et donc je leur précise bien ça, et donc ils sont venus quand même, et tout en parlant de tout ça, je disais il faudrait enlever les céréales, enlever les produits laitiers, enlever tout ça. La maman, elle était complètement paniquée, me regardait comme ça, comme elle comprenait pas, et comme ils sont d'origine indienne, elle n'arrêtait pas à me demander, donc pas du riz, pas de chapati, pas des lentilles, c'est tout ce qu'ils mangent les Indiens. Je dis non madame, il ne faut pas manger tout ça, il faut enlevez tout ça pour que votre enfant commence son système. Et avec les enfants, ça va très vite. Donc, ils ont une force vitale assez importante et c'est super de travailler quand on peut, quand on a des parents qui vont suivre tout ça. Donc, j'ai fait mon petit discours, j'ai fait l'examen un petit peu ce que je pouvais, parce qu'il bouge pas mal. Et j'ai vu les carences avec la machine, il a quand même réussi à la tenir. Et donc, ils sont partis et je me suis dit, ils vont jamais faire rien du tout parce que j'ai vu que la maman, elle était complètement dépassée. Eh bien, ils m'ont surpris. Au bout de 2 semaines, j'ai un coup de téléphone et ils me disent, vous savez quoi? Il a prononcé 2 mots en 2 semaines. Ils n'ont même pas eu le temps de lui donner des vitamines, des minéraux, des jus,
tout ça de mettre en place. Ils ont juste enlevé, donc ils ont changé le régime alimentaire et le Zoraïb a prononcé ses premiers 2 mots. Au bout de 2 semaines, après ces 2 semaines, donc 1 mois, déjà les enseignants à l'école, ils disaient qu'est-ce qui se passe. Il a commencé à s'intégrer, il a commencé à regarder, à s'intéresser, de plus parler. Au bout de 3 mois, il parlait autant qu'on n'arrivait pas à l'arrêter. Il parlait tellement, c'était un miracle, vraiment. Et donc, vous voyez, ça va vite. Au bout d'1 an, le petit Zoraïb, il a changé l'école, il est dans une école normale. C'est un enfant normal, qui est super intelligent, il a un IQ très élevé. Et donc, toute l'énergie de la famille a commencé à changer. Donc, la maman, elle est venue, elle a perdu 20 kilos. Le papa, il est venu, il a perdu un petit peu. Ils ont tous commencé à manger. Et de le premier jour, quand ils sont venus, qui était un chaos dans la famille, 1 an après, j'avais une belle famille devant moi qui souriait, qui était heureux et surtout un enfant qui commençait à s'intégrer dans une vie normale. Voilà, ça va très très vite avec les enfants. Alors, la plupart des gens viennent chez nous comme celui-là, comme le professeur Jovet, c'est un chantier. Donc, vous ne savez pas où commencer. Cet homme, il est venu, il avait surtout une fatigue chronique. Et donc, fatigue chronique, fibromyalgie, ce sont encore des étiquettes, mais ce sont les cousins. Hein. Ils vont avoir beaucoup de mal partout dans le corps. C'est une condition encore, ce qu'on appelle auto-immune, donc ça vient de là. Et donc, lui, il avait les douleurs et il était très fatigué. Il n'arrivait pas à travailler. Donc, il était constamment en arrêt maladie. Il a un diabète 1. En même temps, il a un fils avec un diabète 1. Et il était très sceptique avec tout ça. Il ne croyait pas. Il a vu, c'est un homme qui est très riche et qui a vu les meilleurs médecins partout dans le monde. Et il m'a dit, j'ai tout essayé. Mais j'ai entendu de votre méthode, donc voilà, je viens pour voir. Et ben lui aussi, au bout de 2 mois, juste en changeant l'alimentation, en enlevant les croissants, le chocolat, les cafés et tout ça, toutes les douleurs sont disparues. Donc il a fallu 1 an, il a toujours son... Donc il est diabète 1, il a diabète 1, il se pique presque plus. Il est presque guéri, voilà. Mais il faudrait quand même renforcer son pancréas un petit peu. Comme cet homme-là qui est dans un burn-out et il faudrait s'occuper de ses glandes adrénales et donc le mettre au repos. Donc là, il faut leur donner quand même des adaptogènes, des plantes qui sont avec beaucoup de propriétés pour soulager un petit peu le mental et le burn-out, pour permettre le corps, parce que comme il travaille, souvent le jeûne vient beaucoup plus tard. Et toutes les cures, on ne peut pas les passer d'un mode comme ça à une mode extrême tout de suite. Les adaptogènes, je donne rhodiola, beaucoup, ginseng. J'aime bien le rhodiola, la ashwagandha, ce qui est l'indien ginseng. Ça dépend, vous savez savoir que les adaptogènes, c'est un peu comme les chaussures. Il faut les essayer déjà pour savoir laquelle marche. Mais elles ne font pas les mêmes choses. Vous n'allez pas donner rhodiola à quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété. Rhodiola, c'est plus pour le stress, pour des gens qui sont multitask. Ashwagandha, elle est bien pour la grossesse aussi. En Inde, en Ayurveda, on donne ashwagandha souvent. Ce sont des plantes que je trouve sont intelligentes. Il y en a très peu. La grossesse, l'Ayurveda donne ashwagandha pour la grossesse. Ce sont des plantes qui ont une intelligence de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps et de réguler tout ça. Oui, Mélanie, elle avait depuis 20 ans, elle souffrait d'asthme. Au bout de 3 semaines, c'était terminé. Juste en enlevant des laitages et les gluten. Bien sûr, avec des jeûnes et beaucoup de jus et beaucoup de smoothies et des purges. Des purges, tout le monde, protocole de base, purge.
d'abord. Sauf s'ils sont vraiment maigres et que l'intestin il est tellement abîmé qu'il faut d'abord s'occuper de ça. Voilà. Donc moi, ce que je fais, chacun pratique différemment. Je leur donne un menu adapté à chacun, et à ça, mais qui a quand même 90% de base de ce qu'on parle, adapté à l'espèce qu'on est, crue, sauf si encore il y a de l'inflammation. Je leur donne un tableau avec tous les aliments et ceux qui peuvent manger, qui ne peuvent pas manger. Donc ils ont 4 pages d'alimentation dans les groupes fruits, légumes, etc. Par exemple, dans les légumes, vous allez leur enlever bien sûr des féculents, de patates douces, du maïs, voilà, qu'ils considèrent comme légumes, etc. Ça, ils ont besoin de voir tout ça. Et après, je leur donne éventuellement des cures. Pas éventuellement, des cures de purge de professeur Jovet, avec beaucoup de jus, des recettes, des fiches, qu'est-ce que c'est un extracteur de jus, où est-ce que sont procurés, qu'est-ce que c'est, comment faire des purges, tout le processus de nettoyage de foie, de protocole de Dr. Clark, des parasites. Dr. S. Clark, elle a le meilleur protocole pour les parasites. 3 suppléments qu'elle utilise pendant 18 jours, mais pas pour les enfants au-dessus de 10 ans. Donc il faut qu'ils ont moins 10-12 ans. Et donc noyau de marronnier d'Inde, comment on appelle ça? Black walnut. Oh. Bois de noix. Absinthe et clou de girofle. Wormwood et clou de girofle. Les 3. Un tue les bébés, l'autre des œufs et l'autre les parasites, les grands parasites. Au bout de 18 jours, moi je scanne avec le physioscan. Ça ne marche pas toujours. Parfois, il faut repasser 2-3 fois. Mais la plupart des gens, avec 18 jours, c'est terminé. Ils expulsent pas mal de choses. Voilà. Et il y a une nette amélioration souvent. Voilà. Avez-vous des questions? Et c'est tout. Merci à vous.